Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal consacré aux arts et aux spectacles. Au sommaire aujourd'hui, l'immigration dans son versant de l'amour. En France, le musée de l'immigration a été inauguré par le président de la République. On y voit quoi? Eh bien, une expo consacrée à ces étrangers qui ont magnifié la haute couture tricolore. Dans ce journal, nous parlerons musique. Si vous pensez que la batterie est une affaire d'homme, révisez vos classiques avec Meital Cohen. Cette jeune israélo-américaine a 30 ans et elle tape très très fort avec beaucoup de talent. Et puis, musique encore, nous allons vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, le pianiste et chef d'orchestre David Grell-Samer. En plus de conduire des orchestres et d'être un merveilleux pianiste classique, il explore depuis des années les sonorités complexes des pianos préparés. On vous dira ce que c'est. Voilà pour le sommaire. Merci d'être tous les jours avec nous sur i24 News. Alors, une fois que les fêtes de fin d'année seront passées, eh bien, le mois de janvier va démarrer très fort. Michel Houellebecq sort son nouveau roman. Il est titré Soumission. C'est un roman d'anticipation qui fait grincer des dents. Houellebecq raconte comment les élections présidentielles de 2022 seront remportées par le parti Fraternité musulmane. Le leader de ce parti s'appelle Mohamed Ben Habès. Il gagne contre le Front National et il nomme comme Premier ministre François Bayrou. Dans ce nouveau roman de Houellebecq, le personnage principal est un Français, il s'appelle François, c'est un universitaire dépressif qui voit la France s'islamiser. Soumission, traduction d'islam, ça paraîtra le 7 janvier aux éditions Flammarion. Voilà, bonjour, merci David Grell-Samer d'être avec nous. Bonjour. J'imagine que les polémiques littéraires, c'est pas trop votre truc. Pas trop. Bon. David Grell-Samer est notre invité aujourd'hui, il a 37 ans, il est né à Jérusalem, il promène son talent sur les plus grandes scènes du monde. Il est chef d'orchestre, pianiste virtuose. Il est également directeur artistique du Geneva Camerata. David Grell-Samer est surtout connu pour son travail sur les pianos préparés. David, c'est quoi un piano préparé ? Alors, à la base, c'est une invention très curieuse du compositeur John Cage, compositeur américain, new-yorkais, qui, à un moment donné, au XXe siècle, s'est dit que voilà, il fallait explorer plus de sonorités que ce qu'on connaît déjà, des nouveaux sons, et il était très intéressé surtout par les musiques du monde, les musiques par exemple indiennes, les musiques africaines, les tam-tams, les musiques des tribus, plein de sonorités que dans la musique classique on ne connaissait pas encore très bien, et du coup il a décidé de prendre le piano normal et de placer toutes sortes de choses dedans. Ça peut être des gommes, des crayons, des bouts de caoutchouc, des bouts de plastique, des boulons. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça peut paraître un peu fou comme ça, mais il a créé des très très belles sonorités qui ne font pas du tout peur, vraiment qui recréent des sons qui viennent du monde entier. Alors David Grell-Samer, vous, ce que vous faites ce qu'on appelle aujourd'hui une battle de piano. Vous avez opposé Scarlatti, un Italien fin 17e, 18e baroque, à John Cage, et on vous voit jouer d'un piano à un autre. Comment ça vous est venu d'opposer ces deux musiciens ? Ce que j'aime, disons, depuis toujours, c'est les rencontres improbables. C'est quelque chose qui me fascine, que ce soit dans le piano ou dans d'autres domaines artistiques. Et puis, ces deux compositeurs que j'aime depuis longtemps, à la base, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Comme vous le disiez, un compositeur baroque 17e, 18e siècle, l'autre l'avant-garde New York, américaine, 20e siècle. Et puis, petit à petit, en les jouant séparément pendant des années, un jour, je me suis dit, en fait, ils ont plein de choses à se raconter, peut-être des choses imaginaires, et puis voilà, je l'ai fait petit à petit. Alors, je propose qu'on regarde un petit morceau, c'est extraordinaire à voir. Moi, j'ai eu la chance de vous voir, on va vous regarder sur scène, sur ces deux pianos. Alors, il faut expliquer à nos téléspectateurs que juste après ce morceau classique, vous vous retournez et vous allez sur le piano, préparé avec plein de boulons dedans, et vous jouez du John Cage. On va en voir quelques images. Vous avez sorti un magnifique album sur ce projet, ça s'appelle Scarlatti et John Cage, et il a été élu par le New York Times comme le
C'est l'un des 10 événements les plus importants de l'année en musique classique. Et j'invite d'ailleurs nos spectateurs à se le procurer, c'est un disque extraordinaire. David, vous êtes également un chef d'orchestre. Est-ce que c'est nécessaire pour un musicien accompli? Est-ce que c'est complémentaire? Alors je dirais que c'est complémentaire, c'est pas nécessaire, mais disons que voilà, pendant des années, si on donne des concerts, des récitals en piano, c'est vrai qu'il y a peut-être à un moment donné un besoin de travailler plus avec des musiciens autour de soi, de vouloir créer de la musique avec plus de monde, d'avoir des discussions avec d'autres musiciens en temps réel. Et c'est vrai que dans le monde orchestral, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est cette chaleur, cette volonté de créer de la musique ensemble avec d'autres, et puis des grands chefs-d'œuvre de la musique symphonique. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on rêve toujours. Donc, je dirais que c'est vraiment complémentaire. Alors, je disais, quand je vous ai présenté, vous êtes né à Jérusalem, mais j'imagine, comme voilà, les stars de la musique, vous vivez un peu partout, notamment à Genève. Vous avez un frère ici qui est un peu comme vous, qui fait des mix. On a entendu, il a fait l'hymne national israélien qu'il a mixé avec Game of Thrones. Il a fait également une reprise de Louise Attaque. Vous, comme votre frère d'ailleurs, vos parents doivent être très fiers. Qu'est-ce que vous nous préparez là pour bientôt? Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir? Alors, il y a plein de concerts, plein de dates là qui arrivent début de l'année, notamment, je dirais, avec le Geneva Camerata, qui est cet orchestre que vous avez mentionné. On a plein de tournées. Il y en a une qui arrive. On va être, entre autres, à l'Opéra de Saint-Étienne en France, avec un très beau programme autour de la famille de Jean-Sébastien Bach. Voilà, j'ai une résidence là-bas. Et puis, on a... Avec votre frère, vous allez faire quelque chose? J'ai déjà fait un petit peu. Disons, c'est pas toujours facile aussi avec les agendas. On a un très très beau concert qui arrive avec l'orchestre aussi le 29 janvier à Genève, un spectacle danse et musique. Vraiment, je recommande pour ceux qui sont de passage. Avec mon frère, oui, on a déjà fait pas mal de choses. J'ai joué un petit peu même sur l'un de ses derniers albums. C'est toujours un plaisir de faire de la musique et en plus, voilà, de mixer, comme vous le disiez, les différents styles rock, pop, classique, baroque. C'est quelque chose que j'adore et qui est un petit peu dans la famille. Bon, et la batterie, est-ce que c'est un univers que vous connaissez? Un petit peu. Comme je suis un fan de jazz, je connais un petit peu, j'adore ça, c'est extraordinaire. Alors David, je vous propose le portrait d'une batteuse, figurez-vous, elle s'appelle Metal Cohen, c'est un phénomène, elle est israélo-américaine et c'est un portrait signé David Campos. Avec sa petite taille et son large sourire, Metal Cohen possède une rapidité et une dextérité exceptionnelles à la batterie. Un talent qui suscite l'enthousiasme de nombreux percussionnistes dans le monde. Sur les réseaux sociaux, elle est l'une des batteuses les plus suivies. Parmi ses fans, des métallos, des ados, des pompiers et même des petits-enfants. Mais qui est donc Metal et comment en est-elle arrivée là ? Née à Ramat Gan en Israël en 1984, elle est la benjamine d'une fratrie de 7 enfants. À 7 ans, son père est tué sur un trottoir, renversé par un chauffard ivre. Sa mère élève donc toute seule cette grande famille. À 18 ans, Metal se met à la batterie et en même temps, elle fait son service militaire. À 21 ans, elle réalise son rêve et entre à l'Académie de musique de Los Angeles. Mais son rêve est brisé par un accident de voiture. Mais le vent tourne pour Metal, elle décide de mettre en ligne la vidéo du show L'Amérique a du talent, précisément la séquence où elle n'est pas retenue pour l'émission. Sa reprise de Toxicity de System of a Down devient rapidement virale. Forte de son succès, la batteuse met en ligne d'autres vidéos, des reprises des classiques hard rock et metal. Résultat, 115 millions de vues cumulées et plus d'1 million de vues sur Facebook. En 2013, elle fait appel au crowdfunding, le financement de masse pour sortir son premier album. Elle a fait besoin de 60 000 $, elle en recevra 144 000. Un succès qui va lui permettre de collaborer avec des grands noms de Pharrell à Nelly Furtado. En plus d'être un phénomène YouTube, Metal est devenue une experte du marketing. Elle vend en ligne des leçons virtuelles de batterie, DVD, t-shirts et toute une série de produits dérivés. Si vous pensez qu'elle est la seule batteuse, détrompez-vous, la compétition est rude sur YouTube et les préjugés machistes ont bon dos. Parmi les stars des baguettes, on retrouve la jeune japonaise Senri Kawaguchi. Originaire de Montréal, la québécoise Emmanuelle Caplette a elle aussi son fan club. En Argentine, la percussionniste Nea Batera et ses pointes teintées en rose fait elle aussi le buzz.
Enfin, autre bizarrerie du web, la batteuse aux cheveux roses Mary Voiles. Cette américaine se déchaîne sur sa batterie et en bonus livre ses confidences hot. Je pense qu'on vit dans une société merdique qu'on a créée et perpétuée car le sexe est aussi naturel que de manger ou de digérer ou d'aller aux toilettes. Pour résumer, les femmes batteuses ont du talent. Le machisme et le sexisme ont peut-être laissé entendre que les baguettes, c'est une affaire d'hommes chevelus et testostéronés. Erreur, selon Lane Raymond, chercheuse spécialisée dans la batterie, des objets archéologiques et des peintures nous apprennent qu'au départ, les vrais percussionnistes, ce sont les femmes. Elle en a même fait un livre titré « When the Drummers Were Women ». Elle explique que les percussions étaient connotées avec la naissance et la fertilité, et donc c'était sacré pour les femmes. Elles en jouaient au cours de rituels religieux. Metal Cohen est donc une digne descendante de cette tradition. Voilà, Daniel Campos avec David Gambin. David Grelsamer, c'est un milieu machiste, votre milieu. Pas beaucoup de femmes. Oui, c'est en effet, je pense que c'est encore un milieu, en tout cas en grande partie, qui est machiste. Il y a encore un très très grand chemin à faire. Et d'ailleurs, je peux vous donner comme exemple, vous dire que dans le monde des chefs d'orchestre, je pense que 98% encore des chefs d'orchestre vraiment qu'on voit tourner sont des hommes. C'est déplorable parce que je pense que les femmes ont tout autant leur place de leader dans le monde de la musique classique. Et j'espère que le chemin sera fait quand même assez rapidement. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Culture Mag, c'est un ravissement. Voilà, tout de suite, focus sur les étrangers qui ont fait la force de la France, c'est le highlight et il est signé Sandy Fortis. Merci David. Merci. Ce sont des étrangers et ils ont porté haut l'excellence de la haute couture à la française. Balenciaga, Paco Rabanne, Elsa Schiaparelli, le tout nouveau musée de l'immigration prend la question des immigrés par sa face glamour. Ces créateurs ont quitté leur pays et ont su faire de leur talent une force pour la France. Une expo hommage qui est rendue à ces étrangers si utiles est tombée plus qu'à propos. Fashion Mix, mode d'ici, créateur d'ailleurs, nous rappelle notamment que le fondateur de la haute couture n'était pas Frenchy, mais britannique. Le portrait de Charles Frederick Worth accueille d'ailleurs les visiteurs à l'entrée de l'exposition. Il est ensuite entouré des créations des Britanniques John Galliano et Vivienne Westwood, du Tunisien Asdin Alaya ou encore du célèbre Autrichien Karl Lagerfeld, mais aussi de la présentation des savoir-faire spécifiques des différentes écoles stylistiques comme la broderie russe des années 20. Voilà, et l'on retrouve Laetitia Loreni. Bonjour pour le festival du film juif de Jérusalem qui s'ouvre là cette semaine. C'est quoi un festival de films juifs? Il n'y a que des juifs, des sujets juifs, des réalisateurs juifs? Alors, c'est pas seulement du cinéma, c'est aussi des événements culinaires, puisque la communauté juive est jamais très loin. Quand on pense communauté juive, on pense bien évidemment aussi à la nourriture. En tout cas, les événements importants de cette année au festival du film juif de Jérusalem, c'est la présence de Sarah Silverman, entre autres, bien évidemment, l'humoriste américaine qui est donc incontournable, connue pour son franc-parler, pour son humour sans limite, vient présenter en Israël pour la première fois son show HBO qui s'appelle Sarah Silverman, Nous sommes des miracles, We are miracles. Donc c'est un événement qui sent bien évidemment la controverse, comme toujours avec cette humoriste américaine, et puis politique, puisqu'elle vient à Jérusalem où habite sa sœur, qui est une femme rabbin réformée et membre du mouvement des femmes du mur, qui vit donc à quelques minutes de la cinémathèque et qui avait été arrêtée notamment en 2013 pour avoir porté le châle de prière au mur de lamentation. Quoi d'autre au festival? La présence de Richard Trenk, un autre événement, puisque c'est le producteur d'un documentaire oscarisé en 97 et qui vient cette fois-ci présenter son dernier documentaire en 2 parties qui s'appelle Premier ministre, les pionniers et Premier ministre, soldats et faiseurs de paix, et où on passe on va s'intéresser à la vie de ces premiers ministres israéliens sous les yeux de Yehuda Avner, qui était plume de Lévi Eshkol, de Golda Meir, de Yitzhak Rabin,
Super de Shimon politique, quoi. Peres, un documentaire extrêmement intéressant Et un autre à ne highlight pas manquer. Un autre highlight, eh bien, c'est ce film. Non, c'est pas ce film, c'est cet événement culinaire, comme je vous le disais, c'est par Michael Tweety. C'est une session culinaire qui s'appelle la cuisine afro-séfarénade. C'est un événement qui montre des connexions inattendues entre la cuisine africano-américaine et la cuisine juive. Et donc Michael Tweety, c'est un afro-américain de confession juive et qui est un historien de la cuisine. C'est un événement aussi extrêmement intriguant et qui paraît absolument fascinant quand on regarde les quelques conférences de presse qu'a donné Michael Tweety dans le passé sur la cuisine et la justice culinaire. Et je propose à nos téléspectateurs de vraiment s'intéresser au sujet. Son nom, c'est Michael Tweety. Voilà. Merci beaucoup Laetitia Loreni. Voilà, c'est là-dessus qu'on termine ce Culture Mag. Merci de votre fidélité. On va se retrouver demain à la même heure et vous, juste après, vous retrouvez votre journal d'info sur i24 News. Merci.